On verra. Donc je m'appelle Jean-Louis Malice, je suis secrétaire national à la CFDT. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas cheminot, mais je suis secrétaire national de la CFDT et j'ai plusieurs dossiers sous ma responsabilité, des dossiers très différents, puisque je m'occupe des retraites, au sens général. Je m'occupe de la presse de la CFDT, c'est-à-dire je suis directeur de publication des différents journaux de la CFDT. Je suis en charge de la des partis, le Parlement et les associations, des systèmes d'information, et j'ai tous les dossiers liés à la discrimination, au racisme, au vivre ensemble, on va dire, à l'homophobie, etc. Voilà. Je viens effectivement de Lorraine, j'ai travaillé 15 ans dans l'entreprise, en usine, et je ne suis donc pas fonctionnaire. Je précise que je suis issu du privé, et que j'ai été pendant 5 ans, avec Mohamed Croisé, responsable de la région Lorraine au niveau interprofessionnel. Voilà. Moi, je vais d'abord vous parler évidemment des emplois fermés, de la fonction publique. Au niveau de la CFDT, on a une attitude extrêmement positive sur cette question depuis toujours. C'est-à-dire que si on remonte même au texte des années 90-2000, on a toujours été plutôt favorable à l'ouverture des emplois pour tout ce qui n'est pas régalien, c'est-à-dire à l'exception de justice, police, militaire, où là on peut comprendre qu'un État souhaite avoir des nationaux, mais sur les questions en particulier d'éducation et de médecine, on est vraiment très très largement ouvert là-dessus. Et donc c'est une bataille qu'il faut continuer à mener. En même temps, c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg des discriminations qui touchent la fonction publique. Je vous donne 2-3 exemples d'abord. D'abord, la question on considère que globalement, la question est l'action de la nationalité. En fait, c'est la question du statut qui est posée. C'est-à-dire que, de fait, et là, les organisations syndicales n'ont pas tous la même attitude vis-à-vis de cette question, de fait, il y a une sorte de protection du statut du fonctionnaire, qui fait qu'on estime que si des étrangers pouvaient accéder à ce statut, on dénaturerait un peu le statut. Et là, donc, on doit se battre, y compris dans nos organisations, pour expliquer qu'un statut, ça se bouge, ça s'adapte aux sociétés, et que, enfin moi je sais que ce dossier retraite, il y a ce qu'on appelle la période de stage de 15 ans qui était absolument obligatoire pour toucher une retraite de la fonction publique. J'ai dû me battre, y compris dans mon organisation, pour expliquer que c'était une vision très archaïque un peu du statut, qu'aujourd'hui il y avait des mobilités, et qu'on pouvait très bien être fonctionnaire en ayant travaillé 5-10 ans. Du coup, cette réforme est passée, il n'y a personne n'en parle. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'a priori autour du statut qu'il faut casser, vraiment. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut se méfier. Les discriminations de la fonction publique, je disais, il y a cette discrimination liée aux nationalités. Le fait même que les emplois soient ouverts aujourd'hui aux gens de l'Union européenne démontre que l'ancien statut était déjà stupide, d'une certaine manière. Puisqu'aujourd'hui, on accepte que des gens qui ne sont pas français, mais qui sont italiens, belges, puissent rentrer dans la fonction publique. Aujourd'hui, donc, on voit bien le côté là aussi archaïque de cette mesure. Donc, on y est très très favorable. En même temps, il faut savoir que les recrutements de la fonction publique se font essentiellement aujourd'hui dans le cadre des contractuels. Et ça, c'est pas du tout lié à l'origine des gens, mais simplement au fait que la fonction publique est en train de se précariser. Et donc, quand on regarde l'ensemble des recrutements, il y a un recrutement sur 4 dans la fonction publique qui est un recrutement de fonctionnaires par an. Et 3 sur 4 qui sont des recrutements en fait de contractuels. Où là, il n'y a pas la condition de nationalité. Et pourtant, il y a quand même des discriminations. Donc il faut regarder d'où viennent ces discriminations. Et moi, je vous encourage vraiment à regarder l'étude qui a été remise en juillet par M. Lorty au Premier ministre sur demande de Mme Girardin, la ministre de la fonction publique. C'est un rapport qui fait, je ne sais plus, 70-80 pages, et qui fait un état des lieux des discriminations de la fonction publique qui est très intéressant. Par exemple, est-ce que vous savez qu'un fonctionnaire sur 3 qui est recruté est un fils de fonctionnaire? Avec des discriminations un peu curieuses quand même. Et plus vous montez dans la hiérarchie de la fonction publique, et plus ce sont des enfants de fonctionnaires qui sont recrutés. Donc les questions de discrimination liées à la nationalité sont une partie des discriminations, mais il y en a énormément d'autres, et même sur le concours. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que le concours assure la non-discrimination. D'abord, parce que le concours reste extrêmement académique. C'est-à-dire on demande des connaissances extrêmement
cohérente avec notre système éducatif, évidemment. Et donc, à l'intérieur de ces concours, dans toutes les fonctions publiques, vous avez le modèle scolaire classique qui transparaît dans ces concours. Et ceux qui viennent des quartiers, qui ont des parcours scolaires un peu différents, ont énormément de mal avec ces concours très académiques. Alors il y a des mesures aujourd'hui pour ouvrir les concours, pour diversifier l'accès à la fonction publique. Ça permet d'améliorer les choses. Mais je pense qu'il faut se méfier de vision, parce qu'en fait, là, c'est vrai qu'on est sur des discriminations systémiques. C'est-à-dire qu'il y a l'égalité des chances, mais il y a aussi l'égalité de traitement d'abord, qui permet d'accéder à l'égalité des chances. Sinon, le risque, c'est simplement de donner le sentiment que tout le monde est sur la même ligne de départ, alors que certains sont quelques mètres d'avance et d'autres sont loin derrière. Donc je pense qu'il faut agir là-dessus. Maintenant, je vais parler un tout petit peu de mon syndicat, de la CFDT, parce que je me suis interpellé, je suis seul syndicaliste ici, donc je me suis interpellé. Bon, je ne connais pas précisément la question des cheminots, je le dis franchement, mais je sais que, pour vous donner une petite anecdote rapide, j'ai connu Samuel Thomas, du dirigeant de la Maison des Potes, ça fait une quinzaine d'années, autour des mineurs marocains en Lorraine. Et je sais que mon syndicat était à leur côté. Et c'est comme ça que j'ai connu... alors, dans la CFDT, on est un peu moins puissant, dans la SNCF, on est un peu moins puissant pour l'été dans les mines, on était la première organisation, dans les mines de charbon en Lorraine. Mais en tout cas, au niveau de la Confédération, très franchement, nous, on n'a pas de souci avec des combats comme ça. Donc on est prêt à les soutenir. Alors le problème aussi, c'est le retour. C'est-à-dire que, alors, je vais être un tout petit peu critique vis-à-vis de tout le monde, hein, on regarde les syndicats comme si c'était des structures hors de vous-même. Mais, mes amis, syndiquez-vous. Venez chez nous, venez nous emmerder, venez nous chatouiller sur ces questions-là. Imposez des choses. Moi, je sais que je fais mon boulot, et que depuis des années, dans la CFDT, les dossiers de discrimination sont de mieux en mieux pris en charge. Mais attention, il faut se méfier de l'affichage. Parce qu'on peut prendre des positions nationales extrêmement courageuses. C'est très facile de signer un appel, d'aller à une manif, à dipeler. On a 100 000 adhérents en région parisienne, en CFDT. Je peux signer tous les appels que vous voulez contre les discriminations. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment on travaille avec nos réseaux militants. Comment dans les entreprises, les gens agissent. Donc, et là, il y a un travail énorme de sensibilisation. Parce que nous, on a 800 000 adhérents au niveau national. Les gens sont partagés par tous les défauts que la société connaît. Il faut agir dans ça. Alors, nous, on a mis en place du travail qui est discret, qui ne se voit pas trop. Et je vous le dis, on sort des guides depuis un peu plus d'un an, très typés, qui sont diffusés, que vous pouvez télécharger en étant à la CFDT. Et c'est des guides extrêmement pratiques. Régularisation des sans-papiers, travailleurs détachés, et puis un texte générique de vivre ensemble et travailler ensemble. Pourquoi? Parce que si on se contente de faire des positionnements, et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le positionnement politique, il est extrêmement facile. Ce qui est plus compliqué, c'est de faire bouger nos équipes. Parce que les discriminations, mine de rien, c'est pas si évident que ça pour les syndicalistes. Ça paraît évident. D'abord, il fut un temps où le syndicalisme considérait que les travailleurs étrangers, et là je parle de tous les syndicats, y compris le plus grand, considérait que les migrants venant en France étaient une forme de rival, de concurrent du travailleur national. Et donc, y compris certains syndicats s'opposaient aux migrations en disant c'est pour baisser nos salaires, etc. Et c'est beaucoup plus récemment qu'on a intégré l'égalité des droits au niveau de la CFDT. Je sais, c'est dans les années 70, autour des foyers Sonacotra et des choses comme ça. Moi, j'ai vécu. Je sais que c'est aussi à travers l'étude de Philippe Bataille sur les discriminations, où on disait qu'il ne suffisait pas de donner la leçon aux autres, de dire les patrons sont des discriminés, tout le monde discrimine, mais de regarder nous-mêmes comment nous, organisations syndicales, comment dans le monde du travail, on laissait les stéréotypes s'installer, et donc agir sur nous-mêmes, et évidemment agir avec les autres. Et donc moi je dis, je ne connais pas précisément le dossier de la SNCF, je sais qu'il y a cette histoire de Chibani, je sais aussi comment les gens étaient recrutés à cette époque-là dans les pays pour les ramener en France dans des conditions. J'ai en face de moi un voisin qui est à Chibani, qui habite en face de moi, parce que j'habite toujours en Lorraine, j'habite à Ucorge, hein, je suis à Paris la semaine parce que je suis un dirigeant de mon organisation, mais le week-end je retourne chez moi et chez mes amis lorrains. Et donc je connais cette situation-là. Et moi je regrette que les organisations syndicales n'aient pas su prendre cette affaire beaucoup plus en amont. Mais je ne voudrais pas qu'on réduise l'action des organisations syndicales. Et je vous le dis,
Ne regardez pas les autres. Si vous êtes salarié, j'imagine qu'il y a beaucoup de salariés autour de cette table, si vous êtes salarié, je ne vous dis pas de vous syndiquer chez nous, hein, syndiquez où vous voulez, mais allez emmerder vos syndicats sur ces questions, dites-leur ce qu'ils font, et faites remonter les choses. Et moi je peux vous dire qu'au niveau national, moi j'ai un dirigeant qui s'appelle Laurent Berger, sur ces questions-là, sur ces questions de droits de l'homme, des questions d'égalité homme-femme, sur ces questions de discrimination, on est pour le coup extrêmement dur sur ces questions-là. C'est-à-dire, on est vraiment pour le vivre ensemble et on agit. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte qui a été signé le 6 juin 2015, après les attentats de janvier. On a travaillé avec 7 organisations syndicales sur 8. Il n'y a que les FO qui a refusé parce qu'ils ont des a priori sur les questions sociétales, c'est ça que je dirais. Et on a sorti un texte commun. Moi, j'étais le coordinateur de ce texte. Et je vous invite là aussi, il est téléchargeable dans toutes les centrales syndicales. Dernier point, donc je ne fais pas du tout d'honneur de leçon, à l'inverse, je dis que nous, on doit aussi nous améliorer et on doit être davantage à l'écoute des gens. Et il y a actuellement quelque chose qui peut vous intéresser les uns et les autres. On a lancé une grande enquête nationale depuis un mois, ça s'appelle Parlons Travail. On a eu 100 000 réponses en un mois. Il faut répondre pour 10 minutes. Il y a des questions sur les discriminations qui sont assez surprenantes. Et puis il y a des témoignages sur les discriminations que vous pouvez voir en vidéo. Donc voilà, il ne faut pas qu'on considère que la lutte contre les discriminations pour les organisations syndicales est une sorte de supplément d'âme, c'est-à-dire on signe des pétitions, on va aux manifs. Il faut que ça rentre dans le cadre vraiment de nos revendications au quotidien. La question globalement des égalités, aussi sur l'homophobie. Nous, on ne fait pas de hiérarchie dans les discriminations. On considère que toutes les discriminations sont à combattre. Et elles ne sont pas à combattre que par les gens concernés. C'est-à-dire qu'il faut, moi, vous voyez, je suis d'origine immigrée, hein. Je suis d'origine polonaise, ça se voit pas parce que même mon nom est polonais. Malice, ça veut dire petit en polonais. Mes grands-parents, ma grand-mère n'a jamais parlé un mot de français, par exemple. Et pourtant, elle a vécu 50 ans en France. On me dit qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à s'intégrer. Je pense que toutes les générations ont eu du mal à s'intégrer. Lorsqu'elles se sont installées, ça a été difficile. Et c'est ensuite deuxième, troisième génération qui avons dû les uns et les autres rentrer dans nos... et surtout nous considérer comme des égaux. Voilà. Donc moi, je vous encourage, je le disais évidemment, à ce qu'on agisse ensemble aussi. Je travaille avec les associations. Je parle sur les migrants. On travaille avec... Je ne pas excuser Pierre-Henri, mais je sais que Pierre-Henri, le financier d'asile, on bosse beaucoup avec lui. Je sais que je pense qu'il doit être à Calais aujourd'hui parce qu'il s'occupe des... Vous voyez la télé en ce moment, il s'occupe beaucoup des mineurs à Calais. Et donc, agir avec les autres, et vous, n'hésitez pas à secouer vos organisations, les organisations syndicales, pour que moi, c'est exactement ce que j'attends de mon organisation, en tout cas, au-delà des autres dossiers que je porte aux côtés des autres dirigeants de la CFDT.